Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo lecture qui va être dédiée aujourd'hui à la littérature japonaise. Alors c'est un format que j'avais déjà réalisé il y a 2 ans de cela, où je m'étais donc concentrée sur divers ouvrages d'auteurs et autrices japonais et japonaises, et j'ai vraiment eu envie de réitérer l'expérience parce que le Japon ne m'a pas quittée entre temps. De toute façon il ne m'a pas quittée depuis que je crois que j'ai 12-13 ans, donc voilà. Donc j'ai toujours beaucoup d'ouvrages d'auteurs et autrices japonaises sur mes étagères, et j'aime bien faire un petit peu des moments de focus où je lis vraiment que de ça. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire pour le printemps de cette année. J'ai commencé avec un court roman, un très court roman de Mieko Kawakami qui s'appelle donc Saint et eux, donc qui est aux éditions Babel, et c'est un très court ouvrage qui va se concentrer sur, s'articuler autour d'un trio de femmes. Donc on va avoir la narratrice qui est une trentenaire japonaise qui habite seule à Tokyo. Ensuite il va y avoir la sœur de cette narratrice qui est Makiko, qui est une femme qui est obsédée par l'idée de se refaire faire la poitrine. Et Makiko a une fille, Midoriko, qui est une jeune fille qui rentre tout juste dans la puberté, dans l'adolescence, elle a à peu près, je crois, 12-13 ans. Et la particularité de Midoriko, c'est qu'elle a choisi de ne plus parler. Elle ne s'exprime désormais que par écrit, par dessin sur un cahier. La narratrice accueille donc Makiko et sa fille pendant quelques jours chez elle à Tokyo. La première chose qui va arriver quand Makiko et sa fille vont arriver à Tokyo et qui va frapper la narratrice, c'est l'obsession de Makiko pour se faire refaire la poitrine. Elle va essayer de comprendre pourquoi sa sœur est obsédée par l'idée de cette chirurgie, et elle est surtout inquiète par la situation de sa sœur qui élève seule sa fille depuis toujours et qui travaille comme serveuse dans un bar, ce qui lui offre malheureusement que des maigres revenus et où elle est clairement, on va dire, exploitée. Elle fait beaucoup plus que ce qu'elle devrait faire par rapport à son travail. En parallèle, le récit va être entrecoupé par les réflexions écrites de Midoriko qui, donc comme je disais, entre en pleine phase de puberté et ne supporte pas de voir son corps changer, ça la dégoûte. Elle va beaucoup en parler, et à cela se mêle également l'incompréhension de la décision de sa mère de se refaire la poitrine. Je vous lis 2 courts passages qui vous montrent un petit peu le dégoût justement que peut avoir Midoriko. Rien que de penser que moi aussi, quand un jour j'aurai mes règles, pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce que ça soit fini complètement, tous les mois j'aurai du sang qui me coulera entre les jambes, j'en peux plus d'être dégoûtée. Alors vous allez voir que son dégoût il est très concentré vraiment sur la partie, pas tant sur la poitrine, mais vraiment sur la partie plutôt appareil reproductif. Le fait d'avoir ses règles, c'est quelque chose qui va être traité assez frontalement dans le livre sans vraiment aucun tabou. C'est l'horreur de penser qu'avant même de naître, j'avais déjà tout ce qu'il faut pour faire naître des bébés. Et pas qu'un peu. C'est pas juste écrit dans les livres, ça se passe en ce moment dans mon ventre. Alors quand je pense à ce truc qui est déjà prêt à naître, j'ai envie de l'exploser et de le réduire en charpie. Franchement, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc vous voyez, il y a vraiment un rejet, un dégoût de l'appareil reproducteur, hein, j'ai l'impression, le fait de pouvoir être capable de se reproduire. Et c'est un peu mis en parallèle avec le fait que Midoriko, elle est consciente en fait des difficultés que rencontre sa mère, elle regrette d'être née parce qu'elle se dit qu'elle est un poids pour sa mère. Donc voilà, il y a un petit peu toutes ces réflexions qui s'entremêlent. Et justement, toutes ces injonctions que va ressentir le personnage sont un petit peu traduites, expliquées, en tout cas décrites par la narratrice principale, qui va montrer en quelque sorte toutes les injonctions qui sont faites au corps des femmes, notamment sur la poitrine typiquement, où on imagine toujours une poitrine très calibrée, parfaite, alors qu'en réalité la poitrine bouge tout au long de la vie d'une femme en fait, elle reste jamais vraiment identique. On parle aussi, je parlais aussi du tabou des règles qui ici est traité frontalement, hein. On parle vraiment du sang, des serviettes, des tampons hygiéniques, des douleurs, etc. Et il y a un truc intéressant entre Midoriko et sa mère, c'est que toutes les deux finalement elles ont une haine de leur corps. Elles ont intégré une haine de leur corps qui va atteindre en fait un pic, hein, quasiment, un pic un peu, une situation un petit peu absurde où vraiment voilà, je pense que leur frustration va un petit peu éclater, se libérer. Et ce qui est intéressant, c'est que face à leur haine de leur corps, on a le regard de la narratrice qui, comme je disais, explique un peu les différentes injonctions que peuvent subir le corps des femmes, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'empathie, j'ai trouvé. Sur la fin, la narratrice, elle va avoir un regard sur son propre corps qui est très détaché en fait. Oui, il a des défauts ce corps, mais c'est son corps en fait, c'est celui qui sera là toujours, c'est celui qu'elle va utiliser jusqu'à la fin de sa vie.
Donc voilà, finalement, elle fait avec, on sent qu'elle fait avec. Donc ouais, comme je disais, le rapport entre Midoriko et sa mère est assez intéressant sur pourquoi aussi elle arrête de parler, de communiquer. Et puis malgré tout il va se mettre en place une belle solidarité entre ces trois femmes, à l'image de ce qu'on avait pu voir dans De toutes les nuits les amants, qui est un autre roman de Mieko Kawakami que j'adore, qui est un roman absolument magnifique et que j'avais lu je pense à un bon moment dans ma vie, ça m'avait pas mal bouleversée. Et bien on retrouve vraiment cette solidarité féminine qui va se mettre en place entre les trois personnages, donc ça j'ai apprécié. Et le ton du livre peut sembler parfois un peu décalé, voire même absurde. Comme je vous disais, il y a vraiment un moment de pic où Midoriko et Makiko vont un peu péter un câble, hein, concrètement. Et pour moi, c'est vraiment la libération de toutes les frustrations, de toutes ces injonctions qui les pressent, en fait, qui leur font du mal. Et cette vision de leur corps qui se libère, en fait, à ce moment-là. Donc j'ai trouvé que c'était un livre qui abordait beaucoup, bien évidemment, des thématiques profondément féministes, mais qui les aborde de façon assez juste, avec beaucoup d'empathie, avec quelque chose de très réaliste en fait. Finalement, le corps d'une adolescente qui change, une femme qui veut changer son corps. Ouais, j'ai vraiment trouvé que c'était un bel ouvrage, un court ouvrage, mais qui est très percutant dans sa façon de traiter ces sujets-là. Et pour moi ça place officiellement Mieko Kawakami dans mes autrices préférées. J'ai lu que 2 ouvrages d'elle, mais à chaque fois ça a été des lectures très marquantes, très percutantes, ouais, j'exagère peut-être un peu, mais vraiment ouais, des lectures marquantes en tout cas. Et j'ai hâte en fait d'en lire d'autres parce que je pense que c'est une autrice qui a un travail très intéressant et une approche en tout cas pas habituelle, j'apprécie. Alors petite anecdote sur ce livre qui m'a un peu interpellée. L'autre jour je suis appris qu'il y avait une des chanteuses du groupe Le Seraphim, donc c'est un groupe coréen de K-pop, qui s'était affichée sur les réseaux en train de lire justement ce livre de Mieko Kawakami, et ça a fait un peu un bad buzz. Pourquoi? Parce que c'est un livre donc, qui est connu pour être donc féministe, et le féminisme en Corée c'est on va dire quelque chose qui est très mal vu. Il y a un peu un backlash ces dernières années en Corée sur justement sur les avancées et les idées féministes. C'est très mal vu, les femmes s'en cachent parce qu'elles ont peur d'être cyberharcelées, parce qu'elles ont peur d'être virées de leur travail, donc c'est quelque chose que voilà, si des femmes sont féministes en général elles le cachent. Et là, voir une artiste quand même d'un groupe extrêmement populaire en ce moment en Corée s'afficher avec ce type d'ouvrage, j'ai trouvé que c'était quand même, ça reste qu'un effet, on va dire peut-être qu'elle l'a fait exprès pour déclencher un buzz, mais tout du moins je me dis que c'est quand même important de voir qu'il y a un peu une, comment dire, de voir d'autres femmes en fait qui essayent de s'approprier le livre et de l'utiliser pour défendre des valeurs. Ensuite j'ai lu Oreiller d'herbe de Natsume Soseki. Oreiller d'herbe, donc ça se dit Kusamakura je crois en japonais, et c'est une expression de la rhétorique japonaise pour dire que pour se référer au voyage en général, et ça tombe bien parce que justement c'est un livre qui va parler un petit peu qui va être le récit d'un peintre, d'un poète, d'un artiste un peu vagabond qui vadrouille en campagne près des montagnes et qui cherche en quelque sorte l'inspiration. Dans cet ouvrage, il va partager ses observations, ses réflexions et même les haïkus qu'il compose par rapport à ce qu'il peut observer. Donc c'est un texte qui nous met dans une ambiance très bucolique, très... comment dire, ouais, vraiment porté par une écriture qui est pleine de grâce, pleine de poésie, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui me semblait tout à fait approprié pour le printemps. Donc au récit de voyage de cet artiste vont s'ajouter ses réflexions sur l'art en général qui sont, on le sent, grandement influencées par sa connaissance d'artistes européens qu'il va citer à plusieurs reprises. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que ce récit... on va dire est un peu peut-être connu en Occident, peut-être que parce que voilà, il y a des références qui nous parlent peut-être plus, je ne sais pas. Et notamment, dans toutes ces références à des artistes européens, il va faire référence plusieurs fois à un tableau célèbre de John Everett Millais, qui est son Ophélie. Donc c'est un tableau d'Ophélie qui est, que je trouve à titre personnel magnifique, mais qui représente vraiment une fleur parmi les fleurs, quoi. Une femme avec une beauté un petit peu éphémère, un peu évanescente. Et ce tableau il est mentionné plusieurs fois, avec notamment son aspect, l'aspect aquatique du tableau va beaucoup ressortir, et en fait dans tout l'ouvrage, au long du roman, on va avoir cette figure de l'eau, et le champ lexical de l'eau, et tout un intérêt en fait pour cet élément qui vont beaucoup ressortir. Et donc
ouais, il y a beaucoup d'effets aquatiques qui sont invoqués dans le roman, notamment une scène avec des bains et des vapeurs, un étang miroir, le thème de la noyade aussi qui revient souvent. Et je me suis aperçue que souvent, enfin même quasiment systématiquement, que l'eau est invoquée dans ce roman, c'est mis en parallèle d'un personnage féminin que l'auteur, que l'artiste rencontre dans une auberge et qui va un petit peu le fasciner. Ce personnage c'est Nami, donc Nami en japonais ça veut dire vague, donc là encore il y a toujours cette idée de l'eau qui revient. C'est une femme qui vraiment le fascine par son côté insaisissable, comme l'eau, je vais y arriver hein. Et indépendant, c'est une femme qui est divorcée et sur laquelle les gens du village en fait racontent beaucoup de rumeurs. Ils considèrent qu'en gros elle a perdu la tête depuis qu'elle a divorcé, que c'est pas une femme comment dire, que c'est pas une femme fréquentable. Mais Nami, c'est surtout une femme qui a quitté un mari qu'elle n'aimait pas et une femme qui a décidé de s'éduquer par elle-même. Et ça plaît pas à tout le monde, forcément. C'était une très belle lecture. J'ai trouvé intéressante cette thématique justement de cette femme un petit peu indépendante, insaisissable, même si bien évidemment elle est très... comment dire, elle est vue par ce regard d'homme, hein, donc forcément il y a tout ce qui... on va dire tous les aspects négatifs qui peuvent aller avec, elle est un petit peu, comment dire... réifier c'est un peu exagéré, mais on sent quand même que ça tend un peu vers là, c'est un peu, il va un peu en faire sa muse, on sent, mais comme elle fait pas ce qu'il veut vraiment, c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même intéressant de parler de ce personnage qui est indépendant, qui s'éduque elle-même, etc. C'était un aspect que j'ai apprécié. Bon, toute cette thématique de l'eau évidemment est très belle. Ça m'a un peu... En fait c'est un ouvrage qui m'a, je pense, un peu réconcilié avec Natsume Soseki, dont j'avais déjà lu Le Mineur, qui est un ouvrage que j'avais pas trouvé... Voilà, j'avais pas trouvé ça, c'était pas une lecture que j'avais trouvé exceptionnelle, alors que bon voilà, Soseki c'est un écrivain du 19e japonais qui est quand même très reconnu au Japon. Mais ça m'a rassurée, Natsume Soseki, pardon. L'oreiller d'arbre, ça m'a un peu rassurée et ça m'a donné envie de lire d'autres ouvrages de lui, et ça tombe bien parce que j'en ai quand même quelques-uns qui traînent dans ma bibliothèque, donc ça sera l'occasion. Ensuite j'ai lu Mémoire d'un chat de Hiro Arakawa, donc c'est un ouvrage qui raconte l'histoire d'un chat, étrangement. Un chat qui a été adopté par Satoru et avec qui il va vivre pendant plusieurs années. Mais au bout d'un moment, Satoru va être obligé de confier la garde de Nana, donc ce chat hein, qu'il a appelé Nana, à des proches parce qu'il ne peut plus s'en occuper. On va embarquer un peu à bord d'un road trip à travers le Japon pour que Satoru trouve quelqu'un dans ses proches, dans ses amis, dans sa famille qui sera en mesure de pouvoir garder Nana, ce petit chat. C'est un récit qui se lit vraiment avec beaucoup de facilité, beaucoup de plaisir, c'est très agréable à la lecture. Et ça alterne en fait entre le point de vue du chat, donc Nana, et une narration on va dire extérieure qui raconte un petit peu la relation de Satoru avec ses différents proches et son passé. Donc c'est plutôt finalement un récit sur le personnage de Satoru et ses relations avec ses proches. J'ai trouvé amusant d'avoir le point de vue du chat, même si je pense qu'en réalité c'est finalement assez attendu et un peu cliché, c'est-à-dire que voilà, c'est un chat qui est un petit peu... voilà, c'est un peu le roi quoi, hein. C'est son espace, faut pas trop le laisser, il faut pas trop lui prendre, lui piquer dans son assiette, voilà, c'est un petit peu, oh là là, vous les humains, vous êtes à mon service quoi, c'est un peu cliché, mais j'avoue que ça m'a fait rire, donc finalement ça marche assez bien, et puis c'est surtout que c'est pas vraiment une partie, comment dire, moi ça m'a fait sourire, et puis c'est des petits fragments finalement dans tout l'ouvrage parce que c'est très entrecoupé par de longs passages qui vont nous raconter les liens de Satoru et ses proches. J'ai vraiment aimé ce récit qui a un côté très doux amer, un aspect un petit peu, comment dire, ouais, c'est vraiment un voyage au cœur de différentes régions japonaises ou sous forme un peu de tranche de vie où on va apprendre à connaître les différentes connaissances de Satoru et finalement nous montrer, en fait enchaîner plusieurs portraits en fait de personnages. Pendant ma lecture j'ai vraiment eu l'impression d'être à la croisée d'un film un peu d'animation Ghibli et un film de Koreeda. Donc Koreeda c'est un réalisateur japonais, hein, étrangement, qui a fait beaucoup de films où il s'intéresse sur les liens familiaux dans la société japonaise. Et tous ces films sont vraiment... Enfin, il n'y a pas un de ces seuls films qui m'a déçu vraiment. C'est toujours hyper intéressant, très touchant, avec beaucoup de justesse. Ouais, vraiment, c'est un réalisateur que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et j'ai vraiment eu cette impression en lisant le livre d'être un peu à la croisée de ces deux types de films. Donc voilà, c'était une très belle lecture qui m'a fait pleurer à chaudes larmes, mais que je vous recommande vraiment. C'est un très bel ouvrage.
J'ai lu Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Donc c'est on va dire un sorte de roman graphique plus qu'un manga à vrai dire parce qu'il n'y a pas vraiment de bulle dans cet ouvrage. C'est ce que les japonais appellent un nemonogatari. Ça a été écrit au début des années 80 en parallèle de l'écriture de la grande œuvre de Miyazaki, Nausicaa. Alors je connais pas Nausicaa, hein, j'ai jamais pu le lire, je connais que des images, j'ai jamais pu le lire ni le voir d'ailleurs. Je connais plutôt les images, mais on sent vraiment l'influence de l'un et de l'autre parce que voilà, on retrouve des couleurs similaires, des styles similaires. On sent que les univers sont assez proches. Là, dans Le voyage de Shuna, ça va être inspiré d'un conte tibétain où un jeune prince s'inquiète beaucoup pour l'avenir de son pays parce qu'ils vivent sur des terres qui sont très peu fertiles et il a peur qu'il soit un jour menacé sérieusement par la famine. Un jour, il y a un voyageur qui s'arrête dans leur village et par ce voyageur, le prince entend parler de graines miraculeuses qui permettraient de rendre n'importe quelle terre fertile. Donc le jeune prince se met en tête de partir à la recherche de ces graines. L'ouvrage, il est vraiment frappant par ses similitudes avec les autres œuvres, enfin les futures œuvres finalement de Miyazaki par la suite, et tout particulièrement Princesse Mononoke. Je pense que déjà à la couverture, moi ça m'avait, je sais pas pour vous, mais moi ça m'avait frappé parce qu'on retrouve vraiment le petit Yakulu là, ces bestioles trop mignonnes sur lesquelles il chevauche. Il y a aussi cette idée de prince, hein, Princesse Mononoke c'est le départ avec Ashitaka qui est un prince qui quitte son village. Et puis bah voilà, on va aussi retrouver des thèmes qui vont revenir dans les autres œuvres de Miyazaki. Voilà, c'est toujours cet équilibre entre les sociétés humaines et l'environnement autour, avec des personnages aussi féminins qui sont lucides, qui ont beaucoup de lucidité et qui sont déterminés par rapport aux autres. Ouais, j'ai bien aimé, mais j'aurais peut-être aimé voir certains aspects dans l'ouvrage un peu plus creusés, un peu plus étoffés. Notamment l'esclavage qui est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas souvent dans les œuvres de Miyazaki. Là, le prince quitte son royaume et on arrive vraiment sur un endroit où il y a vraiment de l'esclavage qui est pratiqué. Et c'est pas trop, j'aurais aimé en fait ça soit un aspect un peu plus développé. Il y a un autre aspect aussi, il croise aussi à un moment donné des femmes qui sont complètement cachées, on voit juste leurs yeux en fait, et elles l'attaquent et on sait pas trop en fait qui sont ces femmes, qu'est-ce qu'elles font là, pourquoi elles l'attaquent. Ça j'aurais aimé un petit peu, enfin j'étais un peu curieuse de savoir un peu l'origine de ces personnages. Voilà, donc mine de rien c'était quand même une très belle, très chouette lecture avec des images absolument et un style graphique absolument incroyable. J'adore le style de Miyazaki, les couleurs sont vraiment superbes, donc si vous aimez son travail en général, évidemment je vous recommande de lire Le voyage de Shuna. Ensuite j'ai lu Scream from the Shadows, The Women's Liberation Movement in Japan de Setsu Shigematsu. Alors c'est un essai qui a été écrit donc par cette universitaire japonaise mais qui a étudié et vécu aux États-Unis et qui vit toujours je crois aux États-Unis d'ailleurs aujourd'hui. C'est un essai qui va présenter un mouvement féministe radical du Japon des années 60-70 qui s'appelle donc le Human Ribu. C'est un ouvrage qui va vraiment détailler les origines de ce mouvement, son contexte d'émergence, les principes qu'il défend, les moyens d'action, les différentes figures emblématiques et les controverses aussi. Bon, à vrai dire, j'ai plus d'une dizaine de pages de notes sur cet ouvrage, donc je vais essayer de faire un peu synthétique pour vous présenter ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée, bien sûr, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Mais ouais, je vais essayer de faire synthétique. Déjà, c'était une lecture que j'appréhendais pas mal parce que, bon, essai sur, on va dire, avec une partie historique japonaise en anglais, j'avais un peu peur de pas comprendre, d'être paumée. Mais en fait, l'essai a quand même une structure qui est assez claire et assez facile à suivre. Et le niveau d'anglais est plutôt ok, j'ai trouvé. Avec toujours de la nuance et de la contextualisation qui aide aussi à comprendre l'ensemble, donc ça allait. C'était vraiment passionnant de se plonger dans l'histoire de ce mouvement féministe et aussi d'en apprendre plus sur l'histoire des mouvements révolutionnaires au Japon durant ces années-là. J'ai vraiment beaucoup appris et ça m'a aussi fait très plaisir de reconnaître des mots japonais, quelques termes en fait qui étaient mentionnés comme tels, parce qu'il faut savoir que voilà, en parallèle ça fait quand même quelques mois que j'apprends le japonais de façon assez, on va dire, sérieuse, je sais pas, mais je fais de mon mieux. Et ça fait plaisir de voir que ce que j'ai pu apprendre pour l'instant, j'ai pu le réinvestir en comprenant quelques mots de l'ouvrage avec des mots qui sont mentionnés, donc comme je disais, comme tels, donc
ça c'était assez gratifiant. Et puis c'est toujours aussi agréable de voir que quand on lit quelque chose, quand on apprend des informations, on peut les lier à d'autres connaissances, d'autres savoirs qu'on a déjà sur le pays, son histoire ou d'autres œuvres en général. Enfin ça permet de créer des liens que je trouve toujours... voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir faire ça. Pour revenir vraiment au cœur du sujet, donc le Woman Reboost, donc c'est un mouvement féministe radical qui s'est créé, qui est apparu dans un contexte de répression policière très importante au milieu des mouvements de contestation étudiantes et ouvriers. Le Woman Reboost c'est vraiment une rupture par rapport aux autres mouvements féministes qui existaient déjà à l'époque, déjà parce qu'il s'émancipe totalement du féminisme libéral américain et qui, voilà, il y a un peu une propagande états-unienne au Japon après l'occupation américaine qui, et pendant l'occupation américaine qui voilà, revendique un peu le modèle de féminisme, on va dire, à l'occidental. Les Woman Reboost se veulent totalement en rupture de ça. Elles ont vraiment une idée d'abolir le système familial du Japon traditionnel et impérialiste, ce qui peut sembler peut-être un peu, comment dire, banal aujourd'hui, qui était totalement radical à l'époque. Voilà, elles disent qu'elles veulent, en fait elles choisissent d'élever des enfants entre femmes, dans des communautés de femmes par exemple. Et elles ont aussi cette volonté de s'inscrire dans un contexte anticolonialiste et anti-impérialiste, enfin plutôt anti-impérialiste je pense d'ailleurs, et elles s'inscrivent dans une forte critique des politiques du Japon menées dans les pays asiatiques voisins, notamment en Corée où le Japon a utilisé des femmes comme prostituées, comme femmes de confort pour l'armée japonaise pendant des années. Ça a été un sujet même largement tabou je crois au Japon et c'est reconnu depuis très peu de temps, il me semble, depuis vraiment quelques années, enfin ça se trouve même pas sur une décennie je pense. Donc elle dénonçait déjà tout ça dans les années 60-70, l'exploitation de ces femmes. Elle parle aussi je crois du traitement des Japonais à Okinawa, au Canada, et également de la guerre du Vietnam, qui est aussi un sujet central dans ces années-là, auquel elles vont activement participer. En fait, elles revendiquent un féminisme qui soit pas que ancré au Japon, mais vraiment un féminisme qui puisse intégrer toutes les femmes des pays voisins asiatiques en général. Les Woman Reboost, c'est aussi un mouvement qui, en son sein, défend les personnes qui sont marginalisées par la société, c'est-à-dire par exemple des personnes âgées, mais aussi des femmes criminelles par exemple. Elles vont vraiment intégrer dans leur mouvement et défendre des femmes qui ont commis des infanticides. Alors évidemment, Woman Reboost ne cautionne pas les infanticides, mais elle cherche à comprendre pourquoi les femmes ont été poussées à tuer leurs enfants, parce qu'il y a eu un pic en fait de ce phénomène au Japon dans les années 60-70 justement. Pourquoi en fait les femmes en sont amenées à des actes aussi violents, comment c'est traité dans les médias. Elle s'intéresse aussi aux situations de handicap. Elle dénonce en fait que si les personnes qui sont en situation de handicap sont aussi rejetées, c'est parce qu'on vit dans une société qui veut absolument la productivité à tout prix, et que c'est, enfin voilà, c'est ce qu'elle dénonce. Elles ont vraiment une vision très, comment dire, marxiste, voilà, avec une société qui veut que les personnes soient performantes, que voilà, une femme enceinte c'est pas performant, mais ça va quand même, enfin, comment dire, ça va produire de la main d'œuvre pour après. Donc voilà, c'est la vision qu'elle dénonce. Donc ouais, elles vont vraiment se défendre en fait des personnes qui peuvent être en situation de handicap, notamment lors d'une exposition. C'est un truc qui m'a marqué ça. Et la Joconde a été exposée au Japon pendant quelques temps, et elles ont, à cette période, et en fait l'exposition n'était pas accessible à certaines personnes qui avaient, alors je sais pas si c'était mobilité réduite ou autre chose, je sais plus, mais il y avait une partie de l'exposition qui n'était pas accessible pour les personnes qui avaient une situation de handicap particulière, et donc elles ont manifesté contre ça en recouvrant, je crois, la vitre de la Joconde avec des graffitis ou quelque chose comme ça. Donc moi c'est plus ça qui m'a marqué, c'est que déjà à cette époque-là, elle prenait en compte le validisme qu'il y a dans notre société, et donc ça je trouvais ça vraiment assez important. Voilà, il y aurait sans doute bien d'autres choses à dire sur ce mouvement, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, mais ouais, vraiment il y a beaucoup de choses hyper intéressantes avec ce mouvement, la réappropriation de certains thèmes japonais qu'il a eu, ouais, et puis toute l'histoire en fait de la gauche au Japon à cette période, pendant cette période, qui est vraiment très importante et intéressante, et voilà, c'était un sujet que je suis contente d'avoir pu creuser avec cet ouvrage. Il y a eu un roman graphique, il y a eu des romans, il y a eu un essai. Voilà, passons au poème maintenant. Avec Shuya Nakahara, donc c'est un recueil de poèmes de cet auteur qui est c'est un poète du 20e qui est très très célèbre au Japon, qui est vraiment, je crois, étudié à l'école japonaise, j'imagine.
Il est très influencé par la poésie française, ça il s'en revendique lui-même, parce qu'il se revendique lui-même influencé par Verlaine, par exemple, et il faut savoir qu'il a traduit par exemple des poèmes de Rimbaud en japonais, donc il savait lire le français, il le traduisait en japonais, donc vraiment quelqu'un qui était très... je pense on peut le dire passionné en tout cas par la poésie française. Donc ça m'a un petit peu interpellée. Ces poèmes sont assez courts dans ce recueil, c'est basé un petit peu sur une contemplation du quotidien, des passants dans la rue, des travailleurs, des travailleuses. Il y a beaucoup le thème des saisons, de différentes saisons qui passent, qui revient avec, je dirais, plutôt une présence plus forte quand même de l'automne, aki en japonais. Et il parle aussi du deuil parce que forcément il a eu un petit garçon qui est mort très jeune, donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup affecté et qui revient dans sa poésie. J'avais quelques craintes aussi par rapport à cette lecture au départ parce que j'avais entendu dire que Shuya Nakahara était plutôt du mouvement du dadaïsme. Alors c'est un mouvement artistique qui remet un petit peu en cause, on va dire, les conventions, les normes esthétiques, idéologiques hein, en quelque sorte, donc j'étais pas sûre de trop situer et de vraiment de comprendre bien de ce dont il s'agissait, mais en fait malgré quelques vers qui m'ont laissé peut-être un peu perplexe, globalement j'ai assez apprécié son œuvre. Je vous lirai après je vous insérerai quelques poèmes que j'ai bien appréciés. La tristesse est salie et tombe sur elle, aujourd'hui comme hier, une neige légère. La tristesse est salie et sur elle, aujourd'hui comme hier, passe même le vent. La tristesse est salie, telle une peau de renard, la tristesse est salie et c'est elle qui se blottit sous la neige légère. Salie est la tristesse, qui, sans rien espérer, ni sans rien demander, salie est la tristesse, qui, dans son grand ennui, ne rêve que de mort. Dans la tristesse salie, lamentablement la peur nous saisit, sur la tristesse salie, dans l'impuissance retombe la nuit. Je tiens aussi à souligner la richesse de cette édition, donc c'est les éditions Piquet Poche, qui comportent notamment une postface assez intéressante sur les difficultés de la traduction de la poésie japonaise vers le français. Et il y a aussi voilà, pas mal de photos, d'illustrations, voilà, des photos de l'auteur, mais aussi des dessins qu'il a pu faire, avec aussi toute une contextualisation de certains poèmes. Donc j'ai trouvé que c'est chouette d'avoir des traductions comme ça qui apportent beaucoup d'éléments de contexte autour de l'auteur, de ce qu'il a fait. Voilà, je trouve que c'est toujours assez intéressant, surtout quand c'est des auteurs de pays étrangers qu'on connaît pas du tout en France, alors qu'en fait ils sont très connus dans leur pays d'origine, donc ça c'est intéressant. Et puis surtout un auteur qui a traduit de la poésie française, c'est quand même assez, c'est assez marrant, c'est assez étonnant quoi. Avec le vent qui souffle pour ami de mon cœur, et trompant ce même cœur avec mes sifflements, je marche dans les champs d'Astragal, c'est le printemps de mes 15 ans. Qui, comme la fumée, comme une chèvre, comme pâte à papier, s'est envolé, dispersé, et maintenant, fait-il encore fleurir ses fleurs dans un monde lointain? J'écoute. Ce que j'entends au loin, en rougissant comme les astragales, n'est-ce pas le bruit lointain du printemps de mes 15 ans, imprégnant tout, quelque part, dans ce ciel déjà noir, et tel qu'en ce midi, semble passer cet instant, le bruit même de cet instant. Mais où est-ce? Ah, si du moins je pouvais aller là-bas, me confessant de tout mon cœur, et revivant, dans les sentiments du pardon, alors oui, je voudrais être un véritable travailleur. Vous pensiez vraiment que j'allais finir cette vidéo sans parler de manga? J'en ai lu deux. Donc j'ai commencé par Blue Spring Ride de Yosaki Saka. Donc c'est un shoujo dont j'avais entendu du bien mais je sais plus où, donc bref, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, donc je l'ai enfin commencé. On va suivre Futaba, donc c'est une jeune fille qui passe du collège au lycée, et en arrivant au lycée elle change un peu de caractère, elle transforme un peu son caractère, elle surjoue un peu l'assurance pour se faire des amis. Et c'est aussi quelqu'un qui n'arrive pas à oublier son premier amour de collège qui s'appelle Tanaka. Tanaka qu'elle n'a plus revu puisqu'il a déménagé, donc voilà. Oui, vous sentez le coup venir, évidemment, c'est un petit peu prévisible, mais c'est mignon, vous allez voir. J'avais pas spécialement d'attente en vrai, et c'était quand même une lecture assez agréable et que j'ai trouvé assez douce, avec un personnage principal qui se remet en question, qui progresse, qui avance, et ça c'est quelque chose qui m'a vachement touchée, le fait que ce soit un personnage féminin jeune, qui apprenne de ses erreurs, qui avance. Je trouve ça bien en fait de mettre en avant ce type de personnage. Ce que j'ai bien aimé dans cet ouvrage, c'est que très souvent des situations qui vont être un petit peu clichés, par exemple typiquement scène de jalousie entre filles, vont être désamorcées finalement par le personnage principal qui va se rendre compte que la situation n'a pas de sens en fait, que ça sert à rien.
C'est en plus expliqué, je trouve, par l'autrice, qui explique typiquement sur la jalousie, que c'est pas quelque chose qui pour elle est spécifique au genre et à l'âge. Vous savez, très souvent on dit que les femmes elles sont jalouses entre elles, elles se mettent des bâtons dans les roues, blablabla. Voilà, c'est un peu... Enfin j'ai trouvé ça bien en fait qu'elle essaye un petit peu de désamorcer ce cliché, de montrer que ça existe aussi, ça peut aussi exister chez les hommes. Elle précise ça en tout cas dans un encart. Vous savez, les encarts qu'il y a entre les chapitres de manga. Et en fait, plus généralement, j'ai trouvé que dans ce récit, alors oui, c'est un shoujo, c'est une histoire d'amour de lycéenne, il y a évidemment qu'il y a des choses un peu attendues, des choses un petit peu peut-être clichés, mais le fait que la lycéenne, elle apprenne de ses erreurs, qu'elle sorte un peu de certains carcans qu'on pourrait trouver habituellement, je trouve, dans ce genre de texte, est assez plaisant. Enfin, il y a vraiment une maturité, je trouve, dans la façon de traiter les relations d'amitié et de romance dans cet ouvrage qui m'ont bien plu. Donc je pense qu'en vrai, je continuerai. Enfin, je trouvais que c'était assez prometteur. Je vais terminer par Les Enfants de la Baleine d'Abi Umeda. Donc cette autrice, elle va nous mettre en scène un univers où au beau milieu d'un océan de sable se trouve un groupe d'habitants qui semblent être les seuls habitants restants dans le monde, qui vivent sur une sorte de bateau, une sorte de citadelle en fait qui est faite en glaise, une citadelle d'argile qu'ils appellent donc la baleine de glaise. Et parmi ces personnes, 90% en fait de ces personnes possèdent un pouvoir qui s'appelle le Saimya, qui est un pouvoir qui est basé, qu'ils tirent en fait de leurs émotions. Donc ça leur permet un petit peu d'avoir des sortes de pouvoirs un peu télékinésiques. Et en contrepartie, malheureusement, ils ne peuvent pas vivre au-delà de 30-40 ans. Donc ils ont une espérance de vie qui est réduite. Et les 10% de population restantes, eux, ont une vie, non pas de pouvoir, mais ils ont une vie, on va dire, avec une espérance de vie dite normale. Donc c'est très intéressant parce que justement c'est ces 10% qui dirigent la citadelle, et on va suivre Shakulo qui est un jeune garçon qui donc lui a le pouvoir du Saimya mais il s'en sert pas trop. Lui il est apprenti script je crois, ou il est script, je sais plus. Il est script on va dire, et lui son but c'est vraiment d'écrire les chroniques de la baleine de glaise, de vraiment tracer tout ce qui se passe quoi dans cet endroit. Et un jour ils vont découvrir une île abandonnée qui est en train de dériver dans l'océan de sable, et donc ils vont aller voir ce qu'il y a sur cette île. Et ce qu'ils vont y découvrir, ça va un petit peu bouleverser leurs croyances, ça va un peu les faire s'interroger sur ce qu'il y a au-delà du monde, est-ce qu'il y a d'autres humains comme eux, et pourquoi ils se sont retrouvés en fait sur cette espèce de baleine de glaise. Je trouve que les intrigues comme celle-ci, à base donc d'un univers qui vient, enfin d'un groupe de personnes qui vivent un petit peu en autarcie, c'est toujours très très efficace niveau intrigue, niveau mystère, niveau questionnement qu'on va se poser. Il y a deux récits très très populaires, deux shonen très populaires qui typiquement basent majoritairement leur intrigue là-dessus. C'est Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, et The Promised Neverland. C'est deux mangas animés qui sont assez populaires et qui typiquement c'est le cœur de leur intrigue, quoi. Vraiment c'est un truc fermé où les gens ils sont entre eux, ils veulent sortir ou comprendre ce qu'il y a autour, explorer. Il y a vraiment cette notion là qui est centrale, et je trouve que ce genre d'histoire marche toujours extrêmement bien. Donc là je sens que Les Enfants de la Baleine, il y a un terreau, on va dire, il y a un terreau très fertile pour avoir envie de savoir la suite, de comprendre ce qui va se passer. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait vraiment les relations posées entre les personnages, l'espèce de système où il y a 10% qui gèrent, les anciens qui gèrent le monde, qui ont l'air d'avoir plus de connaissances que les autres mais qui disent rien, qui en savent plus que ce qu'ils ne laissent paraître. Ça marche très très bien. Donc là je pense qu'on est vraiment sur un ouvrage terreau fertile, je pense, pour qu'il y ait une très bonne histoire derrière. Et il m'a été chaudement recommandé par pas mal de personnes. Enfin je sais que c'est un ouvrage qui est à la fois pas très connu et à la fois les gens qui lisent un peu de manga le recommandent, il me semble, souvent. Donc écoutez, je pense que si j'ai l'occasion, je vais essayer de creuser. Voilà, il me semble qu'il avait été comparé plusieurs fois à l'Attaque des Titans. Et comme j'aime bien l'Attaque des Titans, en tout cas jusqu'à une certaine partie de l'intrigue, ça m'intéresse, ça m'intrigue, donc on verra bien ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez des recommandations à me faire dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Salut!